Salam alaikum Azoul, bonsoir. Saisie record au port de Wahran d'une très grosse quantité de cocaïne en provenance d'Amérique latine, très vraisemblablement de Colombie. 700 kilos, d'une valeur d'environ 3 000 milliards de centimes. 3 000 milliards de centimes, en une seule fois. Et qui communique l'information à la presse, à votre avis? Le ministère de l'Intérieur? La police d'Oran? Le d'Oran? Non. C'est le ministère de la Défense. Oui, le ministère de la Défense qui nous annonce la nouvelle. Et c'est le commandement de la 2e région militaire qui était à la manœuvre et qui a coordonné l'opération avec les gardes-côtes de la Marine nationale, la gendarmerie et les services de la douane. Mais des questions se posent, à plus forte raison, quand on connaît les antécédents du trafic de cocaïne dans cette région, précisément, quand on connaît l'affaire Zenjabil, Ahmed Zenjabil, lequel s'était présenté en 2006, rappelez-vous, au tribunal militaire de Blida pour se rendre et demander à bénéficier des mesures amnistiantes de la charte sur la réconciliation nationale en tant que repenti. Quand le juge d'instruction lui opposa qu'il ne pouvait pas bénéficier de ces dispositions parce qu'il était un baron du trafic de drogue et non un terroriste. Zenjabil lui répondit qu'il était non seulement un terroriste, mais qu'en plus, il était sous les ordres du général-major chef de la 2e région militaire, qui était le véritable baron du trafic de drogue en Algérie et surtout celui du trafic de cocaïne en provenance d'Amérique latine et laquelle drogue était acheminée depuis les côtes mauritaniennes jusqu'aux frontières algériennes et qui par la suite était exportée vers l'Europe via des ports de pêche. Et notre Zenjabil de déclarer qu'en plus de finir dans les poches d'une multitude de hauts gradés, de magistrats, de policiers, de hauts fonctionnaires en tout genre, des centaines de gens. L'argent du trafic servait aussi à financer les groupes terroristes et à les doter en armement et en explosifs. Zenjabil décédera par la suite dans des conditions très suspectes. Et c'est précisément à partir de cette affaire qui dévoila tout le poteau rose que les saisies de kiff, qui avaient toujours été minimes jusque-là, atteignirent des pics jusque-là inimaginables. Il y a tant à dire sur cette question, mais il ne fait aucun doute que les services de sécurité, au plus haut niveau, ont toujours été la cheville ouvrière du trafic. Des complicités transnationales sont avérées et l'implication de groupes terroristes aussi. Mais le trafic du kiff et celui de la cocaïne rapportent trop d'argent pour être abandonné à des dealers ordinaires. Il a toujours été chapeauté et protégé par de très grands barons du régime, et pas n'importe lesquels. Cette saisie est à elle seule particulièrement parlante. Qui aurait pu, en effet, se hasarder à engager une telle somme, 3 000 milliards de centimes, 3 000 milliards de centimes, s'il n'avait pas des assurances de très haut lieu? Qui aurait pu avoir les moyens logistiques et des complicités diverses pour écouler une telle quantité, dont une très certainement destinée à l'exportation vers l'Europe, s'il n'avait pas toute une organisation derrière? Et sachant qu'on ne commence jamais à s'engager dans une si grosse quantité dès la première fois, cela suppose que le ou les importateurs sont coutumiers du fait et qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. S'ils ont ramené en un seul voyage plus de 700 kilos de cocaïne, c'est qu'ils étaient rodés dans le trafic, dans le même port, avec les mêmes complicités. Et si nous convenons que ce genre de trafic, dans un pays comme l'Algérie, ne peut se pratiquer que sous la protection de très hautes autorités sécuritaires, la question se pose donc sur l'implication directe, en plus haut lieu, de l'armée dans cette opération.
Pourquoi l'armée s'est-elle impliquée de cette façon? Et pourquoi l'a-t-elle revendiquée publiquement? Juste une question de prestige? Pour redorer son blason? Pour nous dire qu'elle est la seule sur le terrain à défendre le pays? Ou bien alors serait-ce une sommation sans frais, si on peut dire, envoyée à un clan adverse, celui qui est à la tête du trafic de cocaïne? Aujourd'hui. Algérie 24, alerte. Plus de 700 kilos de cocaïne saisie au port d'Oran par Ederbal. HuffPost, une saisie record de plus de 700 kilos de cocaïne au port d'Oran par la rédaction. Algérie Monde Info, énorme saisie de cocaïne au port d'Oran. 14 personnes interpellées par Samir Alouane. Algérie, saisie record de cocaïne, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous aujourd'hui, au téléphone depuis Alger, Mohamed Khelfaoui, ex-officier supérieur de l'ANP. Nasser Jabi, que nous n'arrivons pas à joindre, mais nous continuons d'insister, sociologue. Saïd Boudour, journaliste, qui sera avec nous au téléphone depuis Alger. Et Azdine Zalani, juriste et analyste politique, qui sera avec nous au téléphone depuis Paris. Mohamed Khelfaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, une saisie record de 700 kilos, 701 kilos au port d'Oran dans une opération diligentée, coordonnée par l'armée, en quelque sorte. Comment expliquez-vous ça, Mohamed Khelfaoui? Diligenté par l'armée, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai un retour de. Alors si vous pouvez arranger ça, parce que c'est. Ah oui, le retour. Nous allons vous laisser avec la régie, on va essayer de régler ce problème de retour. Saïd Boudour est avec nous. Oui. سعيد بودور اهلا بك مرحبا بك شكرا اللي قبلت العرضه تاعنا تفضل. شكرا. نعم انا في الاستماع. سعيد بودور كيف تفسر يعني لاسيزي هذه دارتها يعني تسمى كان التنسيق تاع العمليه كان من طرف الجيش؟ اولا لازم نحطوا المعطيات الاوليه الدقيقه والصحيحه بعيدا عن الاشاعات وما تم تداوله كمعلومات خاطئه. هذه الجريمه جريمه عابره للحدود، جريمه عابره للقارات. الكميه الكبيره كانت جايه من البرازيل الى ميناء فالنسيا ثم الى ميناء وهران. عندها فيه تنسيق دولي. المعلومات اللي غادي نعطيها لك الان معلومات حصريه سريه لربما تتكلم عليها الجهات الرسميه فيما بعد، لكن بحكم تتبعي الدقيق الملف تبين ان الاخطار بوجود هذه الكميه جاء من اسبانيا. الحكومه الاسبانيه عبر القنوات الدبلوماسيه المتمثله في السفير الاسباني في الجزائر قامت باخطار الخارجيه الجزائريه، وبالضبط عبر مديريه التعاون الخارجي، على انه فيه كميه مخدرات مشبوهه على الحاويه رقم كذا دون ذكر الرقم التسلسلي الذي احوز عليه وهو رقم حاويه التبريد. فهنا السؤال يبقى مطروح. كان من الممكن انه لا غوارديا سيفيل السلطات الامنيه الاسبانيه تقوم على الفور بحجز الكميه. هذه هي اللي راح نسالك فيها، يعني اذا كاين علاه ما قاموش هما بالحجز ويقوموا هذه سؤال حقيقي. يعني. انا التفسير راجعت بعض الزملاء المختصين في هذا النوع من القضايا، قال لك لو ان السلطات الاسبانيه فجرت القضيه على الاراضي وعلى التراب الاسباني كانت تدخل في ازمه دبلوماسيه مع الجزائر، وهذا يؤثر على مصالحها الاقتصاديه. ايوه. فبالتالي اختارت التنسيق الدبلوماسي وتركت الكره في مرمى السلطات. ما دام ان هذه الكميه الخطيره متوجهه للاراضي الجزائريه، خذوا البضاعه تاعكم وتصرفوا فيها كما تحبوا تبيعوها، تحبوا تنشروها للعلن، تحبوا تحجزوها، هذه مشكلتكم. اما الان السلطات الاسبانيه عبر قنوات الدبلوماسيه
قامت بالواجب. فيه مراسله رسميه خرجت من عند السفير الاسباني للجزائر الى وزاره الخارجيه، ومن هناك مباشره السلطات السياسيه تحركت واختارت انه التنسيق يكون تنسيق مع وزاره الدفاع الوطني لا غير. ايوه نعم. نعم. خرج خبر الان باللي الامبورتاتور اللي جاب هذه السلعه هذه هو في ذاته الامبورتاتور اللي جاب اللحوم اللي كانت متواجده في نفس الباخره، يسميوه على حساب المعلومات اللي وصلتنا كمال، ما نمدوش النقمه نتاعو مازال ما تاكدتش، ويقولوا له البوشي يقولوا له البوشي. وكان البوشي هو اللي كان نعم هو وراء لي فوندغمون تاع سيدي يحيى اللي وقعوا فيها زوج اموات، ماتوا فيها زوج ناس، ويقولوا باللي ممول. انت تعرف ويقولوا باللي ممول تاع كوميتي سوتيان تاع بوتفليقه تاع الكاتريام موندا. ما يهمنيش ان شاء الله حتى سيزيام موندا ما ندخلش في التفاصيل. المهم انت تعرف انه هذا الناس نعم يتسمع السن تاع عنده 40 سنه. نعم. هل في راس ماله 3000 مليار، اضافه الى السلعه اللي قام بالاستيراد تاعها من اللحوم. نعم. السؤال الاهم اللي يهمك ويهم المشاهدين، لماذا تم اختيار ميناء وهران ما دام كان المستورد من العاصمه؟ لماذا لم يختار ميناء إباظة مثلا او ميناء العاصمه او مجنجن؟ انا نظن باللي ما ينجمش واحد يجيب من المره الاولى 700 كيلو كوكايين يكون مال في البورت تاع وهران. هذا جربوا عده مرات، يجيب 50 كيلو 40 كيلو 20 كيلو حتى نحصن المنطقه، ثم غامر في هذه. وانا نظن باللي مش هو وحده اللي كاين جهات من وراه لربما ما نقدروش نتصوروها شكون. سؤالك عنده شقين. الشق الاول يبين انه ماكش متبع الملف تاع استيراد الكوكايين في الجزائر. ايوه. منذ 3 اشهر انا بصفتي عضو الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان مكتب وهران لقينا شكوى نعم لعائلات بحاره اتهموهم باستيراد 81 كيلوغرام من الكوكايين، والكميه هذه وجدوها في البحر مرميه بالجي بي اس بالوسائل التقنيه المعروفه. قاموا باختار ليغار سكوت، خرجوا جابوا هذه البضاعه وسلموها بصفتهم كمبلغين عن جريمه. ولكن بعد سنه من بعد عاده الكميات تاع الكوكايين قليله جدا، يعني من غير 2012 وين الكميات كانت مرتفعه شويه، كان امبريز تاع نعم 81 كيلوغرام 81 كيلو. في 2012 كاين 165 كيلو، ولكن السنين الاخرى 7 كيلو 22 كيلو 8 كيلو كوكايين. ما يعني مش قليل يعني باش يحكموا كميه كما هذه معتبره لهذه الدرجه. هذه تحوس تقودنا للتحليل السياسي. لا نحوس سورتو نعرف شكون الاطراف اللي وراء عمليه كما هذه يعني ضخمه بهذه الدرجه هذه. واضح انها اطراف نافذه في وزاره التجاره، نافذه في وزاره النقل والمجال النقل البحري، نافذه في اجهزه امنيه، لانها كميه كبيره وكبيره جدا. ما تتخيلش انت انه 3000 مليار راس مال سلعه. نعم. بغض النظر عن النقل، بغض النظر عن الشبكات اللي تخدم في هذا المجال بتنوع اختصاصها في الميناء الجاف، في مركز العبور وغيرها منه. ما عندها هذه جريمه دوله، ما هي جريمه شخص. المتهم هذا كمال البوشي عنده 40 سنه، هذا راه شاب. وانت تظن هذه السلعه هذه كان متوجهه الى اوروبا، يعني كانت عبور برك ولا موجدينها للمارشي ناسيونال يعني على حساب؟ باش نشرح لك التعاطي تاع الشباب مع الكوكايين اصبح مخيف جدا. ايوه. انا ما نشكش انها كانت موجهه للسوق المحليه. ايوه بصح شكون اللي يقدر يشري جرام ب 80,000 على الاقل؟ الجرام فيه 5000 دينار، في 6000 800,000 10,000 دينار. 800
حتى ال 10,000 دينار، إيه. حتى المليون الجرام. وي. هذا مش باش المتناول الجميع يعني. لا لا في الملاهي تقريبا انا كي نشوف الشباب ونتحاور مع الشباب في الاحياء الشعبيه يتعاطوها في المقاهي، ما ولاتش قضيه تاع لاوت كلاس ولا زبائن من نوع معين. شباب في يعيشوا فقر ويعيشوا الاخر، لكن يقتاتوا من المخدرات ويقتاتوا من الجريمه في الاحياء الشعبيه، ويتعاطوا هذا النوع من المخدرات الخطيره. وتظن باللي السوق الجزائري لهذه المواد هذه يعني تغير لهذه الدرجه، فات من مرحله الكيف ولا الحشيش الى لي دروغ دور، هذا الكوكايين الهيروين ولا الاس دي. راني ناكد لك بان الشباب الجزائري انتقل بشكل كبير من التعاطي مع القنب الهندي الى التعاطي مع الكوكايين. نعم. في اقبال كبير على انا نسمعوا واحد الكلام، عندهم واحد الفاظ يداولوها الشباب، يقول لك راني ضارب البيضاء، بمعنى اني متعاطي لهذا المخدر الكوكايين. نعم. يقول لك راني لاصق، بمعنى اني تعاطيت كميه اللي تخليني انا ما ننامش وتخليني في وضع ووضع صحي يخيف. اقعد معنا سعيد بودور، نرجع لك بعد لحظات. محمد خلفاوي. Allô? Est-ce que ça va mieux? Il n'y a plus de retour? Bon, je ne sais pas. Donc, oui. Ah, très bien. Si, il y a quand même un retour. Même, allez, je vais essayer de. Ils vont essayer d'arranger pendant que vous parlez. Mohamed Khelfaoui, d'abord, donc ça se confirme, hein, que le journaliste Saïd Boudour nous confirme que c'était l'armée qui était à la commande et que l'information avait été donnée par des autorités espagnoles qui savaient que cette quantité existait, était à bord, mais n'ont pas voulu interférer pour éviter d'éventuels problèmes. Ils ont laissé les autorités algériennes se saisir de l'affaire, on ne sait pour quelle raison. Et donc, à votre avis, pourquoi l'armée? Justement, on peut s'interroger sur l'intervention et surtout sur la déclaration venue de la part du ministère de la Défense. Oui. En fait, il y a un service de sécurité économique qui est la douane en premier lieu et qui dispose de moyens tels que les chiens qui flairent la drogue, etc., détecteurs de drogue. Comment se fait-il que l'armée est تتدخل? L'armée, il ne lui est pas interdit d'intervenir, il ne lui est pas interdit protocolairement de donner l'information, mais on aurait aimé que ce soit la douane. Et ensuite, donner l'information sur 700 kilos, l'information sur le champ. Peut-être on aurait aimé également voir ceux qui allaient réceptionner cette marchandise, et peut-être même aller un peu plus loin pour voir le réseau de distribution de dealers qui distribuent. Oui. L'armée a fait ça. La question maintenant qui va se poser, que se passe-t-il dans le pays depuis? Là, on vient à travers le port d'Oran ou un autre port, venir avec une quantité immense, criminelle, franchement criminelle d'abord par l'acte et ensuite par la quantité. Comme vous disiez tout à l'heure, 3 000 milliards de centimes. Ça, c'est sur le plan financier, mais sur le plan de santé mentale de notre jeunesse, ça, c'est une catastrophe réelle. Maintenant, si cette drogue doit aller ailleurs, pourquoi les autres nations n'interviennent-elles pas, elles qui savent avec précision et selon les rapports de l'Office de lutte contre la drogue et le crime, de l'ONU, qui relève de l'ONU, ils savent que le Maroc est le premier pourvoyeur. Le Maroc tente d'inonder le pays, et ça a été dit par nos hauts responsables politiques, le ministre des Affaires étrangères également. Et bon, dans tout ça, pour ne pas rester dans ce genre de choses, votre question est précise. Pourquoi l'armée est-elle? Moi, je dis qu'il ne lui est pas interdit, mais on aurait aimé que les choses dans cette République fonctionnent selon le procédé
Et chacun son travail, quoi. À chacun son travail. La douane a ce travail de protection de l'économie algérienne et de veiller. Peut-être besoin de services de notre service de sécurité ou de contrôle. Là, je crois que cette quantité à elle seule interpelle les pouvoirs pour revoir cette douane nationale et peut-être l'équiper, la réorganiser. La réorganiser. Et est-ce que j'appelle le plus grand service économique, de sécurité économique des nations. Donc, ça doit être encadré par une police des polices. Voilà, s'il faut y aller, on ira comme ça en classe. Mais sachant que Mohamed Khelfaoui, ça dénote de quoi? Ça dénote d'une incompétence, d'une incapacité d'un organisme sur lequel le peuple, la nation, qu'elle compte, même s'il est un peu discret, mais tout le monde compte sur cet organe, cet organisme de sécurité qui est la douane, aussi bien au sud que sur les ports. Oui, mais Mohamed Khelfaoui, d'abord, vous avez vu les quantités de drogue, kiff, psychotropes, cocaïne de plus en plus importantes. La cocaïne qu'on ne connaissait même pas il y a quelques années. Ça veut dire que la douane ne fait pas son travail, d'abord. Ensuite, quand on connaît l'affaire Zenjabil 2006, si vous vous rappelez, où on a découvert, c'est de notoriété publique, hein, que le chef de région de la 2e région militaire, général-major, je ne le citerai pas puisqu'il n'est plus de ce monde, était à la tête du réseau de trafic de cocaïne et de kiff. Donc, qu'est-ce qui nous interdirait de penser qu'aujourd'hui aussi, ce sont des clans qui s'affrontent et que c'est un clan adverse qui aurait essayé d'importer une telle quantité, qu'un clan qui lui était hostile l'en a empêché. Qu'est-ce qui nous empêche de le penser? Moi, je ne pense pas qu'on ait atteint ce niveau ce niveau de trahison. Je ne pense pas qu'on soit au creux de la vague. Je ne pense pas qu'on puisse nous comparer aux barons de la drogue internationale, les barons connus là, de Colombie et du Maroc et autres. Je ne pense pas et je ne le souhaite pas. Maintenant, vous me dites, un général, vous l'avez presque cité, il n'est pas de ce monde, Mahmoud qui était à la tête. Vous savez, je suis étonné, ça me fait très mal, mais les gens se trompent à tous les niveaux. Les gens se trompent à tous les niveaux. Nous avons vu des ministres arrêtés, des premiers ministres qui démissionnent. Malheureusement, bon, si cela est vrai, si ce que vous dites est réel, c'est franchement regrettable. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce n'est pas moi qui l'a dit, ça a paru même dans la presse. Il y a eu des dizaines d'articles sur la question avec des noms. Il y a eu des officiers supérieurs qui ont été remerciés, des procureurs généraux, des commissaires de police. C'était une véritable hécatombe de dizaines, voire de centaines de responsables qui étaient dans le réseau. C'est de notoriété publique. Je ne l'invente rien. Oui, mais non, vous n'inventez pas. Je vous dis pas que vous avez inventé. Non. Je dis que malheureusement, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, nous trouvons ce genre de tonnage. C'est regrettable. C'est regrettable. Oui. Alors, voilà ce que je veux dire. Mohamed Khelfaoui, une question en particulier pour l'ancien officier supérieur du renseignement que vous étiez. Comment expliquez-vous cette sorte d'interconnexion entre certains trafics et drogue, en particulier drogue, cigarettes, fausses monnaies, terrorisme, change parallèle de devises? Pourquoi il y a toujours une interconnexion? Ce sont les mêmes quasiment qui sont dedans. Allô? Oui, oui. Allô? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Alors, je vous demandais pourquoi cette interconnexion autour de certains trafics, cigarettes, drogue, alcool, change de devise au marché noir, et pourquoi y a-t-il toujours des groupes terroristes dedans, en même temps que certains, j'allais dire, corps sécuritaires? Si la chose se présente comme vous la décrite vous-même, oui.
C'est-à-dire qu'il y a interconnexion entre les plus hauts responsables, et y compris des services de sécurité. La question qui va se poser, c'est reconsidérer la sécurité nationale de manière globale. Oui. Et là, parce qu'il ne s'agit pas d'éliminer ou d'enlever ou de mettre à la retraite X ou Y. Parce que ce n'est pas eux qui intéressent, mais c'est que notre système de sécurité est fissuré quelque part. Si vous me dites du général jusqu'au service de sécurité, de police, de douane, et y compris des groupes terroristes. C'est qu'il y a des fissures un peu partout et qu'il faudrait revoir tout un système qui a atteint ses limites. Oui. Il faut le dire, il a atteint ses limites à peu près de partout. Bon, je vous dis, il y a 700 kilos encore pour revenir uniquement à ça, sans compter ce qui peut rentrer du sud, ce qui peut rentrer du sud-ouest, Oui. etc. Bon, que devient le pays Et restez avec nous, Mohamed Khelfaoui, je reviens à vous dans un moment. Azdine Zailani, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, Azdine Zailani, vous, le juriste, la première loi de répression contre l'usage, la vente et la fabrication des drogues a été promulguée en 1975, la première loi algérienne. Mais avant, comment l'État faisait pour réprimer ce trafic? Vous savez, dans le phénomène des lois concernant ce genre d'infraction, auparavant, c'était le code pénal, qui était d'ailleurs le code pénal français, qui est pratiquement la copie actuellement en cours. Et c'était la loi générale concernant l'administration, la vente et autres de substances nuisibles, d'une manière générale. Et c'était sous ce couvert-là, depuis presque un siècle, que la législation fonctionnait, que ce soit la législation française, que ce soit la législation algérienne. L'administration, la vente de substances nuisibles, et c'est dans ce sens-là qu'on punissait, qu'on poursuivait un petit peu, y compris donc cette forme d'infraction particulière. Après, effectivement, il a fallu une loi spéciale et même aussi des conventions internationales à laquelle l'Algérie a adhéré, puis elle a même essayé de créer une instance spéciale regroupant la police et un certain nombre d'administrations qui est spécialisée dans la lutte contre ce phénomène. Voilà, donc à partir du moment où la consommation, où le phénomène est devenu important, il était nécessaire d'avoir une loi spécifique qui ne fait pas partie du code pénal, comme ça arrive dans certains cas. D'accord. Mais sinon, Azdine Zailani, et là c'est plutôt à l'analyste politique que je m'adresse. Comment expliquez-vous que d'un coup, à partir des émeutes du 5 octobre 1988 et des réformes politiques, et syndicales et autres qui ont suivi en 1989, qu'il y ait eu une véritable explosion de la consommation? Du jour au lendemain, la consommation des drogues et surtout des psychotropes dont nous allons parler s'est multipliée à un point quasiment inimaginable. Comment expliquez-vous ça? Mondial avant tout. Comment? Le phénomène de la consommation et de la vente et de tout cela est un phénomène totalement mondial qui touche le monde entier. Il y a aussi bien sûr un partage quelque part un peu particulier entre les zones de consommation importantes, en l'occurrence l'Europe, les États-Unis, et les zones de fourniture, j'allais dire, c'est-à-dire le tiers-monde, l'Amérique latine, pour ce qui est de l'Afrique du Nord et pour certaines, comme le cannabis, le Maroc en particulier, le Rif dans le sein du Maroc qui disons, on lui reconnaît presque une sorte d'autonomie dans ce domaine compte tenu d'aspects historico-politiques liés à cette région particulière. Les phénomènes maintenant d'aide, de soutien à l'intérieur même des institutions, ou l'absence de lutte véritablement efficace. Je reviens, je suis désolé, à l'aspect juridique, mais pas au sens légal ou technique, mais à ce qu'on peut appeler les nouvelles criminalités.
récentes, particulières, comme le trafic d'armes, le mercenariat et autres, etc. Un certain nombre de criminalités toutes nouvelles dans le monde, comme le trafic de devises, la production de devises, etc. C'est des nouvelles criminalités qui sont nées aussi du développement lui-même, du développement des transports, du développement des moyens de communication, des moyens de techniques et autres. Et dans le législateur, non seulement les lois, mais aussi les systèmes punitifs, c'est-à-dire gendarmerie, police et même, le cas échéant, bien entendu, armée, ne sont pas suffisamment dotés par rapport à ce genre de criminalité. Il y a aussi des mœurs culturelles très importants. Peut-être je vais choquer quelques-uns, si vous me permettez, pour le sortir un petit peu du cadre purement juridique et rester dans... Vous savez, au Maroc, en Algérie, dans la communauté, j'allais dire musulmane, hein, n'est-ce pas, en Europe, en Belgique, en France, l'absorption et la vente particulièrement de ces substances ne sont pas considérées comme haram. C'est-à-dire que le rôle des religieux, des imams dans les prêches, qui passent leur temps très sérieusement à lutter, par exemple, contre la consommation de l'alcool, le khamr, on ne voit pas du tout de prêche parce que si la consommation du porc et de l'alcool est strictement, clairement interdite dans les lois musulmanes, l'absence d'incrimination directe dans le droit musulman et dans le fiqh de la consommation de ce genre de substances, malgré qu'il y a une règle générale qui dit que tout ce qui fait du mal au corps humain est interdit, mais il n'y a pas dans le droit musulman, pénal musulman, dans le d'infractions particulières, et on voit que très peu, malheureusement, très peu d'imams, de prêches, etc., travaillent contre alertent contre ce phénomène, particulièrement dans l'immigration, où c'est considéré comme halal. Très intéressant. Restez avec nous, Azdine Zalani, et je reviens à Saïd Boudor. Saïd Boudor, en plus de la consommation du kiff, en plus de la consommation de la cocaïne qui est en train de s'installer dans le pays, il y a un phénomène qu'on occulte généralement, qu'on oublie, c'est celui des psychotropes, le hubub, qui pourtant est en deuxième position après le hashish et le kiff. Comment expliquez-vous ce phénomène et cet engouement extraordinaire de la jeunesse pour les psychotropes؟ قبل ما نجاوبك على هذا السؤال نعم. نتكلم على قضية مهمة. تفضل. لأن نسمع كلمة المغرب ونسمع كلام آخر، نعرف بأن المغرب الممول معروف دوليا بالمخدرات ويغرق السوق الوطنية. لكن الأخطر من هذا أنه لما نعرف أنه الجزائريين الداخل من الجبهة الداخلية هم اللي ولوا يغرقوا السوق الوطنية بهذا النوع من المخدرات. نذكرك بزوج ملفات. التصريح تاع وزير التجارة السابق بختي بالعايب. وي. لما شكى من بارونات الفساد اصحاب لي كونتونير. نعم. شفت الضجة اللي صاحبت التصريح تاعه. وزير يشكي في حكومة مانيش قادر نسير القطاع. نعم. الناس انا الوزير يقول الكونتونير ما يدخلش يجيه تليفون ويدخله. هذا مشكل خطير الآن. نعم. شوف انت ردة فعل تاع احمد ويحيى لما كان امين عام الحزب واللي راه رئيس الحكومه، واش كان رد الفعل تاعه تجاه التصريحات تاع بختي بالعين؟ قام انا اعتقد بفصله من المكتب السياسي للحزب ودافع على خيارات الحكومه ضد تصريحات وزير التجاره. هذا مؤشر خطير. نعم. على ان اللي راه يتحكم في تجاره المخدرات في الجزائر والاستيراد يشكل خطوره على الجبهه الداخليه. احنا العدو الخارجي نعرفوه اذا بغينا نتكلموا اليد الخارجيه والداخليه، لكن الاخطر من هذا هو ان اللي راهم في داخل الوطن ويتحكموا في التجاره الخارجيه للبلاد هما اللي راهم يغرقوا البلاد في هذا النوع من المخدرات، البسيكوتروب ولا كوكايين ولا مخدرات ولا سلاح ولا مانيش عارف انا واش. نذكرك بالنقطة الثانية هو الملف تاع اللي جابيه وفجره المدير تاع مسؤول الدائرة التجارية لميناء وهران
السيد نور الدين التونسي نعم. فجر قضايا تاع فساد كبيره في الميناء. يتعرض للمضايقات، يتعرض للفصل من العمل، يتعرض للمضايقات حتى قضائيه. الشكاوى اللي رفعها امام القضاء كلها راحت في ادراج لي كازي تاع لي بروكيرور ولي جوج. رفع 2 شكاوى ضد قضاة التحقيق لانهم ما مشاوش الملف وما عطاوش حقه كمبلغ عن الفساد اللي يحميها القانون. وجه رساله لوزير العدل، وزير العدل ما تجاوبش معاه. وجه رساله لوزير النقل والاشغال العموميه، الوزير النقل والاشغال العموميه ما تجاوبش معاه. هنا المشكل الخطير اللي راه يصير في الميناء. في مقابل ذلك انه هو يطرح شكاوى بالادله وبالبيانات على انه فوالا كاين ناس ها واش راه يدير، راه يتحطم في الاقتصاد الوطني، راه يتحطم في الشباب، راه يتحطم في البلاد. كان من المفروض ان الحكومه كما دارت تتحرك وتوقف في صفه هذا المبلغ هذا يعني قاعد توصف لنا في ممارسات مافياويه يعني حقيقه هذه انا على مستوى ميناء كامل او ثاني ميناء في البلاد. اسمح لي كي نشوف وزير العدل ما تحركش نعم. على قضايا وين الديوان الوطني للحبوب يتكبد خسائر بلغت 300 مليون دولار وجايبها المبلغ عن الفساد بالادله لصالح علي حداد ولصالح فلان وفلان، والقضاء ما يتحركش والحكومه ما تتحركش والاجهزه الامنيه ما تتحركش. ما هيش ممارسات مافيا، هذه ممارسات مافيا تاع دوله. ايه مافيوكراسيا. يعني الامور خطيره. يعني المافيا ولات تتحكم في البلاد معناتها، تتحكم في القضاء، تتحكم في الاجهزه الامنيه، تتحكم في كل شيء. الدليل على هذا انه هو في رمشه عين اللي فجر ضدهم القضيه راحوا حطوا شكوى في محكمه في حي جمال الدين سيدي جمال، المحكمه الابتدائيه. في رمشه عين القضيه برمجت وما سمعهاش القاضي، ما عطاش حقه وفوتوها على جلسه المحاكمه. ونقدروا يعني نتكاهنوا باللي القضيه هذه تاع لاسيزي هذه تاع 700 كيلو تقدر ثاني تاخذ نفس الطريق، يعني يعدلوها ويسرطوها ويعقبوها، ولا مادام الجيش من وراها ما يمسوش فيها؟ نعم. شوف طريقه التعاطي الاعلاميه مع هذه القضيه كانت طريقه ذكيه جدا. نعم. انا قلت امس انه توقيت بث الخبر جاء مع التوقيت تاع جلوس 40 مليون جزائري على مائده الافطار، كلهم كانوا فاتحين الشاشه. نعم. الحجز تم على الساعه 1:30 ظهرا. اختاروا توقيت مناسب ان يكون باش تكون ضجه اعلاميه. اما الان اذا كان فيه احنا نعرفوا باللي اللي يخلص هو اللي يخلص اللي يكون في الواجهه. يعني قاعد تقولنا يعني قاعد تقولنا باللي بثوها في وقت باش يسمعوها اكثر جزائريين ممكن على 8، وباللي باش ما يغموهاش من بعد، يعني القضيه سي تروطار. هذا مؤشر. التحليل تاعه ربما نختلف فيه. أنا المؤشر الثاني انه انا قلت انه قناه النهار المحسوبه على السلطه، المحسوبه على الجناح الرئاسي الحصري توجور نشوفه في النهار. هذه المره ما شفناش في النهار. السؤال يبقى مطروح لماذا؟ هو واش يحب يقول يعني اذا ما عطاوهاش النهار، يعني خاطر شي مش حابين اللي وراء النهار، يعني واش حبيت تقول؟ انا مؤشر على انه فيه لا غير دي كلون اللي راهي ديكلونشات بور لي زيليكسيون بريزيدونسيال 2019. بين يعني نقدروا ندخلوا هذه القضيه هذه في لا غير دي كلون بور 2019. صافي دير باللي الناس اللي وراء لامبورتاسيون هذه طرف من لي كلون كي سون اون اوفر. دون شك. داكور، سي تري امبورطون. قعد معنا وراسك سي سعيد بودور. نرجع لمحمد خلفاوي. محمد خلفاوي، سعيد بودور قاعد يتكلم يعني بكل شجاعه، قال لك باللي لا سي تري بروبابلمون une histoire de règlement de compte et que l'armée, en faisant diffuser l'information à 20h à un moment de grande écoute, l'a fait peut-être exprès pour éviter que l'affaire ne soit étouffée par la suite, parce qu'il y aurait un clan très puissant derrière. Et il dit même qu'il est très possible que l'un des clans soit impliqué dans la lutte pour les présidentielles de 2019. On ne peut pas être plus clair. Je ne veux pas citer de nom, mais moi j'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Non, écoute, il a donné un point de vue. Son point de vue, il est discutable, voire même respectable. Ceci étant, lorsqu'il parlait, ce qui m'a dérangé le plus, c'est lorsque le ministère de la Défense, c'est lui
هو يصرح يقول la question هذه alors que le ministère des Finances est un ministère de souveraineté également qui relève du président de la République, donc autant que le ministère de la Défense. Oui. Là, ça gêne un petit peu le fonctionnement. Par ailleurs, la corruption qui est venue avant ça, avant l'événement-là, a été même défendue à l'Assemblée nationale lorsqu'un ministre a été accusé de corruption, un ministre du RND. Les députés défendaient la corruption. Oui. Donc, qu'est-ce qui reste à partir de là? Bon, maintenant, s'agissant des clans, je suppose qu'il y en a. Ceux qui veulent aller vers le fait... Non, mais est-ce qu'il y a des clans dans cette affaire? La question est, Mohamed Khelfaoui, la question est, est-ce qu'il y a une lutte de clans dans cette affaire de saisie des 700 kilos de cocaïne? Est-ce qu'il y a un clan qui pourrait être impliqué dans cette affaire, ce qui aurait amené l'armée à diffuser le communiqué à un moment de grande écoute pour éviter que l'affaire ne soit étouffée par la suite, comme le reste des autres affaires? Peut-être bien que oui. Mais ce qui aurait été encore plus important, plus intéressant, c'est de nous dévoiler ces barons de la drogue, ces gens auxquels a été destiné ce bateau de drogue, cette grosse quantité de drogue. Bon, on aurait facilement suivi le cheminement de ces gens-là par rapport au pouvoir ou là, par rapport aux barons ou là, aux autres détenteurs d'hommes influents. Mais Hakka bloqué au niveau c'est-à-dire, Balek, ça escamote un petit peu l'enquête et le suivi. Peut-être, sauf si cela a été fait, évidemment. Il reste quand même un élément important. Que fait la douane? Parce que si l'armée a pris la chose en main, c'est que faire la douane, et il s'agit maintenant de poser la douane, c'est l'argent du pays, c'est l'économie. Oui. Donc, mais il n'y a pas que la douane. Quand vous avez entendu Saïd Boudour nous décrire ce qui s'est passé dans le port d'Oran, une véritable, j'allais dire, entreprise mafieuse qui règne sur les lieux, qui empêche le directeur du port d'Oran de faire aboutir des affaires judiciaires. Ça suppose donc qu'il y a des milieux très très importants, placés très haut au sein de l'appareil de l'État. La douane, dans tout ça, hein, ça devient une petite administration totalement démunie. Vous adressez à un militaire, moi vous me dites que le directeur du port est empêché de faire ceci, cela, il n'est plus directeur, il n'est plus chef, il ne représente plus rien. Il n'a qu'à le déclarer devant la justice ou devant la presse, il quitte cet endroit. Mais la justice... je ne peux pas. Il y a d'autres chefs au-dessus de moi. Mohamed Khelfaoui, la justice, Saïd Boudour est en train de nous dire que les juges ont refusé d'actionner des plaintes qu'il a déposées auprès du parquet. Les juges eux-mêmes refusent de faire respecter la loi. S'il reçoit un ordre de fermer le dossier ou là de ne pas écouter, de ne pas suivre. D'après vous, Mohamed Khelfaoui, c'est fonctionnel, il existe. D'après vous, Mohamed Khelfaoui, est-ce qu'une telle situation est vivable, qu'on en arrive à parler de concussion, de connivence à un si haut niveau de l'État, de gens qui se tirent dans les pattes, qui utilisent la télévision pour empêcher que leurs affaires soient étouffées? C'est ça leurs institutions? C'est ça leur justice, leur séparation des pouvoirs? C'est une situation insupportable. Dire qu'il y a, comme vous dites, la liberté de la justice sur la Chine, non, il n'y a pas de ça. Non, quand même, c'est des chimettes. Non. Le pouvoir a besoin de se réformer. Si on veut aller de l'avant, il est maintenant de plus en plus difficile de faire quoi que ce soit. Ça atteint un point bon, j'ai perdu le mot parce que là, je suis un peu passionné aussi du pays. Il y a la passion aussi qui intervient. Mais le danger est à tel niveau que là,
il faut que le président lui-même de la République comprenne que ça ne peut plus aller de l'avant si ce pays a des hommes qui, un tant soit peu, le considèrent ou considèrent ce qu'ils ont fait pour lui. Et subhanallah, ce n'est plus possible. Ils sont interpellés, nous le disons. Et, cette mafia-là qui fait passer les 700 kilos travaille aussi peut-être pour un 5e mandat. Parce que les choses se passent bien pour elle. Pourquoi pas? Nous l'avons dit tout à l'heure. Les gens réfléchissent argent et ils investissent à l'étranger. Pas en Algérie, ils sont prêts à rester. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui, jusqu'à la fin de l'émission. Azdine Zalani, il ne reste plus beaucoup de temps. Vous avez entendu Saïd Boudour et Mohamed Khelfaoui. La situation est réellement tragique. Hein. Il y a une véritable, j'allais dire, dislocation de l'État, des appareils de l'État, des institutions. C'est une mafiocratie qui s'installe à la tête du pays, qui se livre à toutes sortes de turpitudes, sans craindre quiconque, et ça le fait en plein jour en plus. Il n'y a qu'à voir les marchés de change de devises parallèles au centre d'Alger, au centre de Constantine, au centre de Annaba, d'Oran, qui changent des millions de dollars par jour. Azdine Zalani, où est-ce qu'on va comme ça? Oui, mais moi je vous ai parlé d'une manière globale et vos intervenants ont véritablement posé de véritables questions. Vous-même aussi, en posant les questions parfois bien ciblées, pose la problématique à tous les niveaux, que ce soit le niveau de la répression, que ce soit au niveau des différentes mafias qui interfèrent maintenant directement, pas seulement pour l'Algérie, parce que je voudrais simplement dire que c'est un phénomène mondial, que ce soit en Asie du Sud-Est, que ce soit en Europe, même, je dirais, en Europe. Regardez, par exemple, une infraction qui est dégoûtante en France, en Europe, concernant les enfants, concernant les atteintes à l'intégrité des enfants. Hein. Eh bien, on est étonné par et même une législation bientôt qui va passer, qui va diminuer l'âge où l'atteinte, n'est-ce pas, physique, sexuelle aux enfants est encore plus permis, si vous voulez. Il y a des lobbies, effectivement, qu'ils soient moraux, qu'ils soient économiques et autres, qui sont en train de surpasser les puissances des États, particulièrement nos États à nous qui sont extrêmement fragiles, gangrénés, et que dans les législations qui ont été importées et plaquées ne suffiront pas à l'avenir les problèmes liés par exemple aux mœurs chez nous sont gravissimes, ils sont véritablement étalés concernant les femmes, concernant les enfants, le trafic d'êtres humains et autres. Donc ces questions-là, c'est les nouvelles criminalités, elles se posent d'une manière avec une grande acuité dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, et particulièrement dans les pays du tiers-monde, en Mali, dans le Sahel, etc. Les trafics d'organes, par exemple, qui, en Algérie, vous vous rendez compte, je vous dis simplement cela à titre quasi anecdotique, en Algérie, il n'y a presque plus de fous dans la rue. Ils ont disparu. Un phénomène qui était connu avant où on voyait des fous déambuler parce que il n'y avait pas assez d'hôpitaux psychiatriques, les prises en charge familiales n'étaient pas suffisantes. On n'a plus de fous qui circulent dans la rue parce qu'il y a un réseau de trafic d'organes qui travaille en Algérie et qui transfère des organes importants vers des pays étrangers bien connus d'ailleurs. Donc ce genre de criminalité, l'État algérien, comme beaucoup d'autres États, suffisamment armés. Quand en plus ces mafias organisées s'interfèrent et puis dirigent maintenant pratiquement des grands secteurs au niveau de l'État, que peut faire un monnaie ou autre, etc. Tout est gangréné. Et le danger, c'est véritablement ce qu'on est en train de voir, c'est la déliquescence de l'État. Qu'il soit policier, qu'il soit militaire, qu'il soit libéral, qu'il soit quoi que ce soit, c'est l'administration, l'État, dans sa conception habituelle, qui est déliquescente. Et face à ces nouvelles formes de criminalité qui deviennent de plus en plus habituelles et normalisées. Parce que on voit les enfants dire à quoi ça sert d'étudier, je n'ai qu'à vendre de telle ou telle substance. Donc, il y a à la fois un problème moral,
religieux, moral, un problème social gravissime, un problème bien entendu politique, et c'est pour cela qu'il faut peut-être cette prise-là, à mon avis, il ne faut pas la mettre simplement dans un état de question de lutte de clans, qui existent d'ailleurs, elles sont presque devenues de l'autorité publique, mais c'est des choses qui vont s'aggraver au fur et à mesure dans les années à venir. Allô? Zalani. Oui. Merci, je vous disais merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci Saïd Boudour, merci Mohamed Khalfaoui. Dommage que nous n'ayons pas pu joindre Nasser Jabi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, qala khair.